Phil Saunders était assis dans l'étroite banquette du diner sur la route 9, observant la pluie d'octobre ruisseler sur la vitre. Son café avait refroidi 25 minutes plus tôt, mais il ne fit pas signe pour en avoir un autre. À 63 ans, il avait appris la patience dans des endroits où l'impatience signifiait une balle ou pire. 27 ans au sein de la division des activités spéciales de la Defense Intelligence Agency lui avaient enseigné que l'attente était souvent la partie la plus difficile de toute opération. Son téléphone vibra, le nom de Nathan s'afficha à l'écran. « Papa, tu viens toujours pour Thanksgiving ? Je ne le manquerai pour rien au monde », répondit Phil, sa voix portant le gravier de trop de cigarettes dans trop de maisons sécurisées sur 3 continents. « Tu amènes cette fille dont tu as parlé, Christina ?»« Ouais. » À ce propos, la voix de Nathan changea, plus jeune d'une certaine manière, nerveuse d'une façon qui fit se redresser Phil sur son siège. Sa famille est traditionnelle. J'ai besoin de te parler de rencontrer son père. Phil avait pris sa retraite des interrogatoires d'informateurs de cartels, de seigneurs de guerre et de combattants ennemis 3 ans plus tôt. Il avait acheté un petit ranch à l'extérieur de Tucson, réparé des clôtures et essayé d'oublier les cris. Son ex-femme, Maria, avait emmené Nathan au Nouveau-Mexique quand le garçon avait 8 ans, disant qu'elle ne pouvait plus supporter de voir Phil disparaître dans une obscurité classifiée. Elle avait eu raison de partir. Nathan avait grandi en appelant un autre homme papa pendant un temps, avait gardé le nom de famille de sa mère, Martinez. Mais à 26 ans, il avait tendu la main à travers les années pour reconstruire quelque chose avec Phil. « Traditionnel comment ?» demanda Phil. « Juste qu'ils ont des attentes. Du respect ? Tu sais, mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Phil entendit autre chose dans la voix de son fils, de la peur masquée en confiance. « Nathan, je dois y aller. »« Papa, je t'aime ?» La ligne fut coupée, Phil fixa son téléphone un long moment, puis paya l'addition et sortit sous la pluie. 27 ans plus tôt, Phil Saunders avait été recruté de l'intelligence militaire par un homme qui n'avait jamais donné son vrai nom. Le travail était simple sur le papier, extraire des informations d'individus qui ne parlaient pas par des moyens conventionnels. La réalité était plus sombre, plus complexe. Phil avait opéré dans des sites noirs en Afghanistan, en Irak, en Somalie et dans une douzaine de pays qui n'apparaîtraient jamais dans aucun dossier officiel. Il avait été bon à ça ? Trop bon ? Les hauts gradés disaient qu'il avait un don. Lire les gens, comprendre leurs points de rupture avant eux, appliquer la pression avec une précision chirurgicale. Phil n'utilisait jamais le mot torture. Il appelait ça interrogation contrôlée. Extraction nécessaire, faire ce qui devait être fait. Mais tard la nuit, quand le bourbon ne pouvait noyer les souvenirs, il connaissait la vérité. Il avait brisé des hommes, il les avait fait supplier, et il n'avait jamais perdu une seule heure de sommeil pour ceux qui le méritaient. Ceux qui ne le méritaient pas. Les erreurs d'identité, les traducteurs innocents pris au mauvais endroit, ceux-là le gardaient éveillé. C'était eux qui l'avaient finalement poussé à accepter le paquet de retraite, à s'éloigner d'une carrière qui avait consumé son mariage, sa jeunesse et presque son âme. Nathan avait été son arc de rédemption. Chaque appel téléphonique du dimanche, chaque visite maladroite, chaque carte d'anniversaire était Phil essayant d'être autre chose que le monstre qu'il avait été entraîné à devenir. Maintenant, Nathan était en danger, et Phil le sentait comme on sent une tempête approcher dans le désert. Nathan Martinez avait hérité des yeux chaleureux de sa mère et de l'esprit aiguisé de Phil. Bien qu'il ait choisi un chemin différent, après l'université, il avait ouvert une petite société de conseil aidant les organisations à but non lucratif, avec la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, un travail propre, honnête, le genre de vie que Phil avait voulu pour lui 6 mois plus tôt. Nathan avait rencontré Christina Velasquez lors d'une collecte de fonds pour une œuvre de charité à Albuquerque. Elle était belle, éduquée aux États-Unis et se comportait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais manqué de rien. Nathan était tombé amoureux vite et fort. Ce que Nathan ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que le père de Christina, Guillermo Velasquez, n'était pas seulement riche, il était le patriarche d'une des organisations de cartel les plus puissantes du Mexique, un homme qui contrôlait les routes de trafic de Culiacán au Texas, qui avait des politiciens et des fédéraux sur sa liste de paye, qui voyait sa fille comme une royauté intouchable. Christina avait gardé ce monde séparé de sa vie au Nouveau-Mexique. Elle avait dit à Nathan que sa famille faisait de l'import-export, ce qui était techniquement vrai si l'on comptait la cocaïne et la méthamphétamine comme exportation. Elle voulait quelque chose de différent, quelque chose de propre. Mais on ne quitte pas une dynastie de cartels, on la porte avec soi comme un péché originel. Les ennuis commencèrent quand Nathan s'envola pour Guadalajara pour l'anniversaire de Christina. Il acheta un costume,
pratiqua son espagnol et se prépara à rencontrer sa famille. Ce qu'il trouva fut un complexe, des murs surmontés de caméras, des hommes avec des armes automatiques essayant maladroitement de ressembler à une sécurité ordinaire. Un luxe qui hurlait l'argent sale, Guillermo Velázquez reçut Nathan dans un bureau qui semblait appartenir à une noblesse européenne. Peintures à l'huile, meubles en cuir, étagères de livres jamais ouverts. L'homme lui-même avait 58 ans, cheveux argentés, yeux comme de la glace noire. « Donc, vous êtes l'Américain dont parle ma fille », dit Guillermo en anglais parfait. « Que faites-vous » ? Nathan Martinez. Je dirige une société de conseil. Nous aidons les organisations à but non lucratif. Guillermo sourit sans que cela atteigne ses yeux. Comme c'est charitable. Dites-moi, cela paie-t-il assez pour subvenir à ma fille comme elle le mérite ? Nathan sentit Christina se tendre à ses côtés. Nous sortons juste ensemble. Monsieur, je ne... Dans notre famille, ma fille ne sort pas juste avec quelqu'un. Les intentions doivent être claires dès le début. Le week-end passa dans une formalité inconfortable. Nathan rencontra les oncles de Christina, ses cousins et son frère Raphaël, qui le regarda comme un loup évaluant une proie blessée. Il y eut des blagues que Nathan ne comprenait pas, des références à des affaires que tout le monde trouvait hilarantes. Lors du dernier soir, pendant un dîner somptueux, Nathan commit son erreur. Il mentionna son père, Phil Saunders, dit Nathan quand Guillermo demanda sur sa famille. Il était dans l'intelligence militaire, à la retraite maintenant. La température dans la pièce chuta de 20 degrés. Guillermo posa son verre de vin avec une précision soigneuse. Intelligence. De quel genre ? Je ne connais pas les détails. Il n'en parle pas beaucoup. Mais l'oncle de Christina, Nestor, un homme au visage balafré que tout le monde semblait craindre, se pencha en avant. Saunders. Ce nom m'est familier. Nathan rit nerveusement. C'est assez courant. Ce n'était pas courant. Et pour des hommes comme Nestor, qui avaient perdu des frères et des cousins face à des interrogateurs américains et des sites noirs, qui avaient entendu des histoires chuchotées sur le gringo qui pouvait briser n'importe qui. Phil Saunders n'était pas juste un nom, c'était une histoire de fantôme. Nathan rentra chez lui en pensant avoir évité une balle. Il dit à Christina qu'il n'était pas sûr que sa famille l'apprécie, que peut-être il devrait ralentir. Elle pleura, dit que sa famille avait été protectrice mais qu'il s'habituerait à lui, que l'amour valait la peine de se battre. 2 semaines plus tard, Nathan disparut. Phil reçut l'appel de Flora Branch, l'assistante et amie de Nathan. Quand Nathan ne se présenta pas au travail pendant 3 jours, son appartement était verrouillé, sa voiture dans le garage, son téléphone allant directement sur messagerie. Phil conduisit jusqu'à Albuquerque cette nuit-là, sachant déjà au fond de lui ce qui s'était passé. Il trouva l'appartement de Christina vide, nettoyé à la hâte. Les voisins dirent avoir entendu des cris en espagnol quelques nuits plus tôt, puis le silence. Phil se tint dans cet appartement vide, voyant la vitesse avec laquelle elle avait fui, et sentit l'ancienne obscurité monter en lui, pas le détachement professionnel contrôlé d'un interrogateur, mais quelque chose de plus brut. Une rage paternelle mêlée à une létalité entraînée. Son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Quand il répondit, personne ne parla un moment, puis une voix fortement accentuée. « Phil Saunders, vous êtes devenu un problème ? Où est mon fils ?»« Ah, oui ?» Le garçon irrespectueux qui pense pouvoir courtiser une princesse sans soumission appropriée, il apprend les bonnes manières. Si vous lui faites du mal, trop tard. Viejo, il s'est fait du mal avec son arrogance. La ligne fut coupée. Le paquet arriva 2 jours plus tard au ranch de Phil. Petit, enveloppé dans du papier brun ordinaire, pas d'adresse de retour. Les mains de Phil étaient instables quand il l'ouvrit. Des décennies d'entraînement gardant ses mouvements mécaniques, professionnels. À l'intérieur, emballé dans de la glace et du plastique, il y avait 2 doigts, les doigts de Nathan. Phil reconnut la petite cicatrice sur l'index, là où Nathan s'était coincé dans une portière de voiture à 12 ans. La note était brève, imprimée en lettres majuscules. La prochaine fois, c'est sa tête. Enseignez à votre fils le respect. Phil Saunders se tint dans sa cuisine, tenant des morceaux de son fils, et pour la première fois en 3 ans de retraite, il sourit, pas de bonheur, mais de reconnaissance. Ils avaient donc commis une erreur tactique. Ils avaient amené la guerre à lui. Il passa 3 appels cette nuit-là, chacun à des hommes qu'il avait juré ne plus jamais contacter. Parker Cole, qui dirigeait des contractants en intelligence privée, Vaughn McKay, qui se spécialisait dans la logistique, qui n'apparaissait dans aucun manifeste, et un numéro en Virginie qui sonna 4 fois avant qu'une voix dise simplement « Saunders, je ne m'attendais pas à vous entendre, j'ai besoin de tout sur la structure du cartel Velázquez. Les emplacements, l'arbre généalogique,
et j'ai besoin d'un vol pour Guadalajara qui n'existe pas. C'est officiel, personnel, une pause. À quel point personnel, ils ont mon fils. Jésus, Phil, une autre pause, plus longue, donnez-moi 4 heures. Phil raccrocha et alla dans sa chambre, dans le placard. Derrière un faux mur, il y avait une mallette verrouillée qu'il n'avait pas ouverte depuis sa retraite. À l'intérieur, des objets qui techniquement auraient dû être rendus au gouvernement. Armes, documents, équipements, composés chimiques sans usage légal et un petit carnet noir contenant des noms, adresses et vulnérabilités de personnes qu'il avait croisées au fil des ans. Il fit ses bagages, avec l'efficacité de la mémoire musculaire, chaque objet choisi pour un but spécifique, puis il s'assit à sa table de cuisine et fit ce qu'il s'était entraîné à ne jamais faire pendant ses années opérationnelles. Il se permit de ressentir de la rage. Oui, mais aussi de la peur pour Nathan, de la culpabilité pour la vie qu'il avait menée et qui avait, d'une manière ou d'une autre, rebondi pour blesser son fils. Quand l'aube se leva sur le désert de Sonora, Phil Saunders était déjà en l'air, assis dans la soute d'un avion privé affrété qui n'avait déposé aucun plan de vol en direction d'un pays où il avait autrefois opéré sous immunité diplomatique. Cette fois, il n'y aurait pas d'immunité, pas de règles, pas de supervision, juste un père et les hommes qui avaient pris son fils. Le complexe Velázquez à l'extérieur de Guadalajara était construit comme une forteresse. Ce qui avait du sens pour une famille qui avait passé 3 générations dans le trafic de drogue. Le grand-père de Guillermo avait été un fermier qui avait trébuché sur la culture de marijuana dans les années 1960. Son père avait étendu au cocaïne dans les années 1980, survivant aux guerres des cartels par une efficacité brutale et des alliances stratégiques. Guillermo avait modernisé l'opération, diversifiant dans les drogues synthétiques, le trafic humain et les raquettes de protection couvrant 6 États. Mais le pouvoir de la famille avait un coût. Guillermo avait perdu 2 frères face à des cartels rivaux, une sœur lors de raids fédéraux, et d'innombrables cousins et soldats dans la violence sans fin du commerce. Cela l'avait rendu paranoïaque, impitoyable et absolument engagé dans l'idée que le respect était tout. Le manque de respect signifiait la mort, car une fois qu'on laissait passer une insulte, on en invitait 1000 autres. Quand Esther Duran avait confirmé que le père de Nathan était le Phil Saunders, l'interrogateur dont les méthodes avaient filtré par les canaux militaires, dont le nom était apparu dans les rapports d'intelligence des cartels comme quelqu'un à éviter, Guillermo avait fait face à un choix. Il pouvait laisser la relation continuer, peut-être même l'utiliser comme levier, ou il pouvait faire un exemple. L'orgueil de Guillermo, son sens de l'honneur familial, avait pris la décision pour lui. Nathan avait été enlevé de son appartement par des professionnels. Raphaël et 3 exécuteurs, qui savaient en faire une extraction sans laisser de traces, ils l'avaient sédaté, transporté à travers la frontière dans un véhicule avec des plaques diplomatiques achetées à un officiel de consulat corrompu et amené à un entrepôt à la lisière du complexe. L'interrogatoire avait commencé comme un message. Faire avouer au garçon son manque de respect envers Christina. Le filmer l'envoyait au père comme avertissement, mais Nathan avait résisté, les avait appelés criminels, dit que Christina méritait mieux qu'une famille bâtie sur le meurtre et la drogue. C'est alors que Raphaël avait pris les pinces coupantes. Nathan hurla jusqu'à ce que sa voix se brise. Ils prirent 2 doigts, cautérisèrent les plaies pour le garder en vie et le jetèrent dans une cellule. Christina avait supplié son père d'arrêter, mais Guillermo était resté impassible. C'est ce qui arrive quand les gens oublient qui nous sommes. Les doigts avaient été envoyés comme promis. Le message suivant serait la tête de Nathan. Et alors peut-être Phil Saunders comprendrait-il que certaines familles ne devaient pas être irrespectées. Ce que Guillermo ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Phil Saunders avait passé 27 ans à apprendre comment opérer les cartels. Il avait interrogé leurs lieutenants, étudié leur structure, compris leur psychologie. Et contrairement aux opérations militaires, liées par des règles d'engagement et des considérations politiques, Phil opérait maintenant sous une seule règle: récupérer Nathan, les faire payer. Phil atterrit à Guadalajara et disparut immédiatement dans le réseau de contacts qu'il avait construit sur des décennies. Parker Cole avait fourni des renseignements détaillés. La disposition du complexe Velázquez, les rotations de sécurité, les membres de la famille, les routines quotidiennes. Von Mackey avait arrangé l'équipement et une maison sûre dans un quartier où les questions n'étaient pas posées. Mais Phil ne se dirigea pas directement vers le complexe. Ce serait du travail d'amateur, le genre d'erreur qui faisait tuer les otages et capturer les sauveteurs. Au lieu de cela, il passa le premier jour à observer simplement, à documenter, à apprendre. L'opération Velázquez était impressionnante.
mais prévisible. La sécurité était lourde au complexe principal, mais plus légère aux emplacements satellites. Maisons de stockage, points de collecte, domicile de dealers de niveau moyen. L'organisation fonctionnait sur la routine, ce qui la rendait vulnérable à la perturbation. Le plan de Phil n'était pas d'assiéger le château, c'était de rendre le château insignifiant. Il commença par l'argent, en utilisant les informations fournies par Parker. Phil identifia 3 maisons de comptage où l'argent était traité avant d'être blanchi par des entreprises légitimes. La deuxième nuit, il frappa les 3 simultanément, non pas en volant l'argent, mais en le détruisant. Des millions de dollars en espèces de cartels partirent en fumée, et Phil s'assura de laisser des preuves pointant vers une organisation rivale, puis il s'attaqua à la chaîne d'approvisionnement. 4 distributeurs qui géraient le produit de la famille Velasquez à Guadalajara se réveillèrent pour trouver leurs véhicules et entrepôts incendiés, leurs drogues volées ou détruites. À nouveau, les preuves pointaient ailleurs. Au 3e jour, le monde souterrain de la ville bruissait de rumeurs. La famille Velasquez était attaquée, des rivaux avançaient. L'organisation qui semblait intouchable était soudain vulnérable. Guillermo convoqua une réunion d'urgence de ses lieutenants. Nester Duran pressa pour une riposte immédiate contre les rivaux suspectés. Raphaël voulait augmenter la sécurité. D'autres plaidaient pour la négociation, pour contacter des alliés. Pendant qu'il débattait, Phil chassait. Il avait identifié 31 membres du cartel grâce aux renseignements de Parker. Pas juste des soldats, mais le personnel opérationnel central, exécuteurs, distributeurs, le comptable qui gérait les flux d'argent, les sicarios qui effectuaient les exécutions, les flics corrompus sur la paix. Phil avait des noms, addresses, routines, et il avait des compétences qu'il ne pouvait imaginer. Les 5 premiers disparurent lors d'une supposée vérification de sécurité à une maison de stockage. Phil s'était fait passer pour un officiel fédéral, avec des accréditations forgées si parfaites qu'elles tromperaient leurs propres contacts. Les hommes avaient été chargés dans une camionnette et conduits à un emplacement distant où Phil les avait sédatés et sécurisés dans une installation préparée par Vaughn. Les 7 suivants disparurent de leur domicile en une seule nuit. Phil se déplaça comme un fantôme, utilisant des techniques perfectionnées en Irak et en Afghanistan, entrée silencieuse, sédation chimique, extraction sans témoin. Au moment où leurs familles réalisèrent qu'ils étaient partis, Phil ciblait déjà le groupe suivant. Les disparitions créèrent la panique. Les membres du cartel commencèrent à se soupçonner mutuellement, à accuser des rivaux, à voir des conspirations partout. Le téléphone de Guillermo sonnait constamment avec des rapports d'hommes disparus. Et chaque rapport le rendait plus paranoïaque, plus désespéré. Phil observait de loin, documentant le chaos, et ne ressentait rien d'autre qu'une satisfaction froide. Ces hommes avaient torturé son fils. Ils avaient envoyé les doigts de Nathan dans une boîte. Ils méritèrent l'obscurité qui venait pour eux. Le soir du 3e jour, Phil se tint sur un toit surplombant le complexe Velasquez et passa un appel à un numéro qui transiterait par 3 pays avant d'atteindre sa destination. « C'est fait », dit-il à Parker. 28 sécurisés, 3 de plus à aller... Jésus, Phil, comment ? De la même façon que toujours, sauf que cette fois, je n'ai pas à déposer de rapport. Les 3 derniers cibles étaient Raphaël Velasquez, Nester Duran et Guillermo lui-même. Ils avaient augmenté la sécurité autour du complexe, amené des renforts, mais ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient gardé Nathan au complexe au lieu de le déplacer vers un emplacement plus sécurisé. Ils pensaient être en sécurité derrière leurs murs et leurs armes. Ils ne comprenaient pas que Phil entrait par effraction dans des endroits comme celui-ci depuis avant leur naissance. L'assaut de Phil sur le complexe eut lieu à 3h47 du matin, pendant le changement d'équipe quand la sécurité était la plus désorganisée. Il ne passa pas par la porte principale, il passa par la ligne d'égout, un point d'entrée identifié par imagerie satellite et confirmé par surveillance. La reptation dans la saleté aurait brisé la plupart des hommes, mais Phil avait fait pire dans sa carrière. Il émergea à l'intérieur du complexe près des bâtiments de maintenance, contourna 2 postes de garde en utilisant des distractions chronométrées et se dirigea vers l'entrepôt où Nathan était détenu. Trouver son fils prit 17 minutes de reconnaissance prudente. Quand Phil glissa enfin dans la petite cellule, il trouva Nathan conscient mais fiévreux, sa main enveloppée dans des bandages sales, son visage amaigri par des jours sans nourriture adéquate. « Papa !» La voix de Nathan était à peine un murmure. « Reste silencieux !» dit Phil, vérifiant déjà les blessures de Nathan. Les doigts avaient été cautérisés, mais l'infection s'était installée. Ils avaient besoin de soins médicaux, mais d'abord, ils devaient sortir. « Ils vont me tuer demain », dit Nathan. « J'ai entendu eux parler. »« Non, ils ne le feront pas. »
Phil injecta à Nathan un stimulant qui le rendrait mobile pour l'heure suivante. « Peux-tu marcher ?»« Je pense que oui. »« Alors allons-y. » Mais alors que Phil aidait Nathan à se lever, les alarmes commencèrent à retentir dans tout le complexe. Quelqu'un avait découvert les corps des gardes que Phil avait neutralisés en entrant. L'élément de surprise était parti. Le plan de secours de Phil avait toujours été le chaos. Il avait placé des dispositifs incendiaires à 3 emplacements autour du complexe, non pour tuer, mais pour créer la confusion. Alors que les alarmes hurlaient, ces dispositifs s'allumèrent, envoyant de la fumée et des flammes dans le ciel nocturne. Dans la confusion, Phil et Nathan parvinrent à mi-chemin du périmètre avant de tomber sur Raphaël et 4 gardes. Les yeux du jeune Velasquez s'écarquillèrent quand il les vit. « Le père » dit Raphaël, levant son arme. Phil bougea avant que l'arme puisse être visée correctement. Des années d'entraînement au combat au corps à corps s'activèrent sur la pure mémoire musculaire. Il désarma le premier garde, utilisa le corps de l'homme comme bouclier contre le second, et au moment où Raphaël réalisa ce qui se passait, Phil avait un pistolet sur sa tête. « Marche !» dit Phil. « Ou meurs ici, à toi de choisir. » Raphaël choisit de marcher. Ils atteignirent le périmètre où Vaughn attendait avec un véhicule. Phil jeta Raphaël dans le coffre, installa Nathan sur la banquette arrière, et ils étaient en mouvement avant que la force de sécurité principale du complexe puisse organiser une réponse. Mais Phil ne se dirigeait pas vers la frontière. Pas encore, il avait un arrêt de plus à faire. L'installation préparée par Vaughn était un entrepôt dans une zone industrielle que la police évitait en raison de la présence du cartel. Ironique, pensa Phil, que le contrôle du cartel sur certaines zones lui permette d'opérer librement. À l'intérieur, disposées en grille, il y avait 30 cages. 28 d'entre elles contenaient les membres du cartel que Phil avait capturés les jours précédents. La 29e contiendrait Raphaël. Et la 30e, la plus grande, positionnée au centre où tout le monde pouvait la voir, attendait Guillermo Velasquez. Mais d'abord, Phil devait mettre Nathan en sécurité. Il avait arrangé un médecin par les contacts de Parker, une femme qui avait fui le Mexique après avoir refusé de traiter des membres de cartel et qui vivait maintenant aux États-Unis sous une nouvelle identité. Elle les rencontra à la maison sûre, jeta un œil à la main de Nathan et commença immédiatement le traitement. Antibiotiques, débridement des plaies, physiothérapie, dit-elle à Phil. Il n'aura jamais une fonction complète de cette main, mais il survivra. C'est assez, répondit Phil. Il resta avec Nathan jusqu'à ce que la fièvre tombe, jusqu'à ce que son fils dorme paisiblement sous sédation, puis Phil passa son appel final. « Parker, j'ai besoin d'une chose de plus. Amène Guillermo Velasquez à l'entrepôt. Je me fiche comment. Phil, tu parles d'enlever un seigneur de cartel. C'est... Je sais de quoi je parle. Peux-tu le faire ou non ?» Une longue pause. Il y a une femme, Molly Tucker, américaine, mariée à un cousin de Guillermo. Elle essaie de s'enfuir depuis des années, mais il ne la laisse pas si on lui offre l'extraction. Fais-le. Molly Tucker se révéla plus brave que la plupart des opérateurs entraînés. Elle drogua la boisson de son mari, désactiva le système de sécurité à la résidence privée de Guillermo, une villa séparée du complexe principal, et ouvrit la porte à exactement 2 heures du matin comme prévu. Phil et Vaughn entrèrent pour trouver Guillermo Velasquez dormant profondément, sa femme dans une chambre séparée. Ils le sédatèrent, l'enveloppèrent dans un tapis et le transportèrent comme un meuble déplacé au milieu de la nuit. À l'aube, le chef du cartel Velasquez se réveillait dans une cage, nu sauf ses sous-vêtements. Dans un entrepôt rempli de ses propres hommes capturés, Phil se tenait dehors de la cage, observant les yeux de Guillermo s'ajuster à la lumière tamisée, observant la reconnaissance naître. « Vous » dit Guillermo. « Moi » acquiesça Phil. « Leçon 1, vous avez choisi le mauvais père. » L'interrogatoire de Guillermo Velasquez dura 6 heures, mais pas de la façon que le seigneur de cartel avait attendu. Phil ne le toucha pas, n'éleva pas la voix. Au lieu de cela, il marcha à travers l'entrepôt, s'arrêtant à chaque cage et dit à Guillermo exactement ce qu'il avait appris sur chaque homme capturé pendant sa carrière. « Celui-ci, » dit Phil, s'arrêtant à une cage contenant un exécuteur balafré, « Nestor Duran. Il a tué 17 personnes personnellement, mais sa spécialité réelle est l'intimidation. Saviez-vous qu'il pleure quand il a peur ? Je l'ai découvert quand je l'ai waterboardé pour m'entraîner il y a 6 heures. Le visage de Guillermo avait pâli. Vous torturez mes hommes ? Non, dit Phil calmement. Je les éduque. De la même façon que j'ai éduqué des combattants ennemis pendant 27 ans, savez-vous ce que j'ai appris pendant ces années ? Guillermo, le corps humain peut endurer une douleur incroyable, mais l'esprit se brise beaucoup plus vite. Il passa à une autre cage.
Celui-ci vous a trahi il y a 4 mois. Il a écumé l'argent de la drogue. C'est comme ça que j'ai su quelle maison brûlait. Il m'a tout dit après 3 heures de pression psychologique. Pas de violence nécessaire. Juste de la technique. Phil continua sa tournée, révélant des secrets, exposant des mensonges et observant tandis que l'empire de Guermo s'effondrait devant lui. Les hommes dans les cages réalisaient qu'ils avaient été capturés par un professionnel, quelqu'un qui opérait à un niveau différent de tout ce qu'ils avaient connu. La hiérarchie de peur, soigneusement maintenue par le cartel, se dissolvait, tandis que chaque homme voyait à quel point ils avaient été brisés facilement. À la 4e heure, Guermo suppliait de savoir où était son fils Raphaël. « Votre fils », dit Phil, s'arrêtant enfin à la cage centrale, apprend quelque chose d'important. Il apprend que couper des doigts a des conséquences. Il fit un geste, et Vaughn amena Raphaël en avant. La main du jeune homme était bandagée, pas de doigt manquant, mais marquée là où Phil avait utilisé un scalpel pour créer des coupures précises et douloureuses qui guériraient mais laisseraient des cicatrices permanentes. « Je n'ai pas pris ses doigts, » dit Phil, « mais il portera des rappels de ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il regardera sa main, il se souviendra de mon fils. S'il vous plaît, » dit Guermo, et entendre un seigneur de cartel supplier était étrange. Surréaliste. « Que voulez-vous? De l'argent? Du territoire? Je peux vous rendre riche? Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit Phil, se penchant près de la cage. « Pendant 27 ans, j'ai extrait des informations des pires personnes sur la planète. Terroristes, seigneurs de guerre, hommes qui pensaient être intouchables. Ils ont tous craqué, chaque seul d'entre eux. Savez-vous pourquoi? Guermo ne dit rien. Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Tout le monde a un point de rupture, et le mien est de voir mon fils souffrir. Vous avez trouvé mon point de rupture? Félicitations, mais vous avez commis une erreur. Vous avez supposé que ce point de rupture me rendrait faible, me ferait supplier, me ferait soumettre. » Phil se redressa. « Au lieu de cela, vous m'avez rappelé qui je suis, de quoi je suis capable. Et maintenant, vous allez vivre ce que des centaines d'hommes ont vécu dans ces sites noirs. Vous allez me dire tout. » L'interrogatoire qui suivit était du Phil Saunders classique. Il n'utilisa pas de torture physique. Il n'en avait pas besoin. Il utilisa la privation de sommeil, la manipulation psychologique et la destruction systématique du sentiment de sécurité de Guermo. Toutes les quelques heures, Phil revenait avec de nouvelles informations qu'il avait extraites d'un autre membre du cartel, révélant des trahisons, exposant des faiblesses, faisant comprendre à Guermo que son organisation s'effondrait. À la 6e heure, Guermo avait donné à Phil les emplacements de chaque actif, chaque officiel corrompu sur la paix, chaque secret de rival, et le plus important, la structure familiale complète et le plan de succession. Phil enregistra tout, pas pour les forces de l'ordre. Il n'avait pas d'illusion sur la justice mexicaine, mais pour un levier, le 7e jour depuis son arrivée au Mexique, Phil fit ses derniers mouvements. Il contacta Flora Branch, l'amie de Nathan, et lui fit router l'information anonymement à la DEA, à la police fédérale mexicaine et à 3 cartels rivaux. L'information était dévastatrice, comptes bancaires, maisons sûres, officiels corrompus, et le plus important, des preuves détaillées de l'empire criminel de Guermo Velasquez. Mais le vrai message de Phil était pour la famille elle-même. Il relâcha tous les membres du cartel capturés simultanément, les renvoyant à leur vie avec une vidéo. Dans la vidéo, Guermo confessait tout, ses crimes, ses trahisons, ses faiblesses. La vidéo se terminait par un message simple. « Phil Saunders vous envoie ses salutations. Dans le monde des cartels, une telle humiliation était pire que la mort. Guermo avait été brisé par un seul homme. Son organisation démantelée en moins d'1 semaine. La vidéo se propagea dans le monde souterrain comme un feu de forêt, détruisant tout respect et peur que le nom Velasquez commandait. Phil garda Guermo et Raphaël un jour de plus. Le 8e jour, il arrangea leur libération, mais pas vers la liberté. Il avait contacté Donovan Franco, chef d'un cartel rival qui attendait depuis des années que la famille Velasquez montre une faiblesse. « Ils sont à vous ?» dit Phil à Donovan par les canaux de Parker. « Mais il y a une condition. Vous laissez mon fils et ses amis quitter le Mexique indemne ? Quiconque associé à moi maintenant ou dans le futur est intouchable. Et si je n'accepte pas ?» Le sourire de Phil au téléphone était froid. « Alors je ferai à votre organisation ce que je viens de faire à la leur, et je promets que je suis très bon dans mon travail. » Donovan accepta. Guermo et Raphaël furent livrés aux hommes de Franco avec l'entente qu'ils affronteraient la justice des cartels pour leur humiliation. Phil ne demanda pas ce que cette justice impliquait. Il n'avait pas besoin de savoir. Phil trouva Nathan à la maison sûre, sa main correctement bandagée, sa fièvre partie.
Le médecin avait dit qu'il était assez stable pour voyager. « C'est fini ?» demanda Nathan. « C'est fini. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Phil s'assit à côté de son fils. « Ils ont payé pour ce qu'ils ont fait. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Nathan regarda sa main bandagée, les doigts qui ne fonctionneraient jamais pleinement à nouveau. « Je suis désolé. »« Papa, si j'avais su qui ils étaient vraiment, ce n'est pas ta faute, » dit Phil fermement. « Tu es tombé amoureux de quelqu'un qui semblait bon. Ce n'est pas un crime. Ce qu'ils t'ont fait, c'était maléfique. Et le mal reçoit une réponse. Les as-tu tués ? Non. » La voix de Phil était calme mais certaine. « J'ai fait quelque chose de pire. Je leur ai montré ce qu'était la vraie peur. J'ai pris tout ce qu'ils valorisaient, leur pouvoir, leur réputation, leur sentiment d'invincibilité. Ils passeront le reste de leur vie à savoir qu'un seul homme a détruit leur empire en une semaine. » Nathan resta silencieux un long moment. « Qui es-tu vraiment ? » « Je suis ton père, » dit Phil. « C'est tout ce qui compte. Tout le reste, toutes les choses que j'ai faites, toute l'obscurité dans laquelle j'ai vécu, c'était une préparation pour ce moment, pour te protéger. » Ils s'envolèrent vers les États-Unis cette nuit-là sur un autre vol fantôme, laissant le Mexique derrière. Christina avait disparu. Puis en Espagne, suggérait les renseignements de Parker, essayant d'échapper à l'ombre de sa famille. Le cartel Velasquez était en chaos, absorbé par des rivaux, déchiré par des conflits internes exposés par les interrogatoires de Phil. 31 membres du cartel avaient été capturés, interrogés et relâchés avec la connaissance qu'ils avaient été complètement surpassés. Les dommages psychologiques que Phil avait infligés dureraient plus longtemps que n'importe quelle torture physique. Ces hommes se réveilleraient de la nuit en sachant que quelqu'un avait pénétré leur sécurité, leur vie, leurs esprits avec une précision chirurgicale. Et Guillermo Velasquez, l'homme qui avait envoyé à Phil les doigts de son fils, apprenait que dans le monde des cartels, l'humiliation était une sentence de mort. Les hommes de Donovan Franco l'avaient emmené quelque part dans les montagnes de Sinaloa, où il découvrirait que couper des doigts était une miséricorde comparée à ce qui arrivait aux seigneurs de cartels qui montrèrent de la faiblesse. 3 mois plus tard, Phil et Nathan étaient assis sur le porche du ranch de Phil, observant le coucher de soleil peindre le désert en nuances d'orange et de rouge. La main de Nathan avait guéri du mieux qu'elle pouvait. Il ne jouerait plus jamais du piano, n'aurait jamais une dextérité complète. Mais il était vivant. Flora Branch avait volé d'Albuquerque pour Thanksgiving. Avec Parker Cole, qui était devenu un ami inattendu, Vaughn Mackey avait envoyé ses regrets depuis quelle que soit l'opération qu'il menait au Moyen-Orient, mais il avait envoyé une bouteille de bourbon que Phil reconnut comme impossiblement chère. « J'ai vu les nouvelles sur le cartel Velasquez », dit Nathan doucement. « Ils disent qu'il s'est effondré. Luttes internes. Raids fédéraux, prise de contrôle par des rivaux. Les nouvelles disent beaucoup de choses, » répondit Phil. « Mais nous connaissons la vérité, n'est-ce pas ? Un seul homme a fait ça, un père en colère. » Phil sirota son bourbon. « La vérité est que les organisations maléfiques ne semblent invincibles que jusqu'à ce que quelqu'un appelle leur bluff. La famille Velasquez pensait être intouchable parce que tout le monde avait trop peur de les toucher. Ils ont oublié que la peur fonctionne dans les deux sens. » Nathan fléchit sa main endommagée avec précaution. « Est-ce que ça s'arrête un jour de faire mal ? Pas physiquement, je veux dire. Savoir de quoi les gens sont capables les uns envers les autres. »« Non !» dit Phil honnêtement. « Mais tu apprends à le porter. Et tu te souviens que pour chaque personne capable de torture et de mal, il y a des gens prêts à se battre, à protéger ce qui compte. C'est ce que tu as fait pendant toutes ces années avec le gouvernement. » Phil resta silencieux un long moment. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Blessé des gens qui ne le méritaient peut-être pas. Fait des erreurs qui ont coûté des vies. Mais j'ai aussi arrêté des gens qui auraient tué des milliers, extrait des informations qui ont empêché des attaques terroristes, exposé des criminels de guerre, donné une voix aux victimes qui ne pouvaient pas parler pour elles-mêmes. » Il se tourna pour regarder son fils. « Le monde n'est pas noir et blanc, Nathan. Parfois, tu dois utiliser l'obscurité pour combattre l'obscurité. La question est si tu peux le faire sans te perdre complètement. Étais-tu perdu ?» Phil sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « J'ai perdu des parties de moi. Ta mère pour commencer, des années de vie normale, la capacité de dormir sans vérifier portes et fenêtres. Mais ensuite je t'ai récupéré, vraiment récupéré, et peut-être que c'est la rédemption. Utiliser tout ce que j'ai appris, toute cette obscurité, pour sauver la personne qui compte le plus. » Flora appela de l'intérieur que le dîner était prêt. Alors qu'il se levait pour entrer, Nathan arrêta son père. « Papa, merci d'être venu pour moi, pour avoir fait ce que tu as fait. Toujours, dit Phil. Peu importe quoi, toujours.
L'épilogue de la guerre d'un seul homme de Phil Saunders contre le cartel Velasquez vint 6 mois plus tard. Nathan avait déménagé à Tucson, plus près de son père, et reconstruisait son entreprise de conseil. Sa main ne serait jamais la même. Mais il s'était adapté, avait appris à taper différemment, trouvé de nouvelles façons de travailler. Christina avait envoyé une lettre de Barcelone. Elle s'était excusée, expliqué qu'elle n'avait jamais dit à Nathan sur sa famille parce qu'elle avait espéré leur échapper. Être quelqu'un de différent. La lettre était tachée de larmes, genuine, mais Nathan l'avait brûlée sans répondre. Certaines choses ne pouvaient pas être pardonnées avec des mots. Phil reçut un message différent, un paquet sans adresse de retour. À l'intérieur, une photographie de la tombe de Guillermo Velasquez marquée d'une simple croix en béton dans les montagnes de Sinaloa. Pas de nom, juste une date, la date où Phil l'avait capturé. Le paquet contenait aussi une note en espagnol. Le fantôme est au repos, la dette est payée. Dawn Saunders. Vous êtes toujours le bienvenu sur notre territoire. Elle était signée par Donovan Franco. Phil brûla la photographie et la note. Il ne voulait aucune connexion à ce monde, aucun rappel de ce qu'il avait fait, mais il garda une chose. Un petit article de journal sur une charité pour les victimes de violences de cartel qui avait reçu un don anonyme de 5 millions de dollars environ 6 millions. L'argent provenait de comptes que Phil avait vidés de l'organisation Velasquez avant de relâcher ses prisonniers. De l'argent du sang? Oui, mais maintenant finançant thérapie. Relocalization. Éducation pour des gens qui avaient souffert aux mains du cartel. Cela n'annulerait pas le mal, mais c'était quelque chose. Parker Cole visita un après-midi, apportant des rapports d'intelligence que Phil n'avait pas demandés, mais appréciait néanmoins. « Tu es une légende maintenant ?» dit Parker. « Dans certains cercles, ils parlent de ce que tu as fait. Un seul homme contre un cartel entier. Les vieux ne le croient même pas. »« Bien, » dit Phil. Laisse-les ne pas le croire. Moins je suis réel, mieux c'est. Quand même, tu devrais savoir qu'il y a des gens qui pourraient venir te chercher. Des gens qui pensent pouvoir se tester contre l'homme qui a brisé la famille Velasquez. Le sourire de Phil était froid. Laisse-les venir. Je suis à la retraite, mais pas mort. Et quiconque assez stupide pour menacer ma famille apprendra la même leçon que Guillermo a apprise. Parker hocha la tête, satisfait. Pour ce que ça vaut, ce que tu as fait, ce n'était pas juste de la vengeance. Tu as démantelé une organisation qui trafiquait des enfants, poussait du poison, corrompait des gouvernements. Le monde est un peu meilleur sans eux. Le monde n'est jamais meilleur, dit Phil. Juste différent. Quelqu'un d'autre remplira ce vide. Un autre cartel. Un autre empire criminel. Mais mon fils est en sécurité. C'est la seule mesure qui compte pour moi. Après le départ de Parker, Phil s'assit sur son porche et pensa aux 27 ans qu'il avait passés dans des sites noirs autour du monde, les hommes qu'il avait brisés, les secrets qu'il avait extraits, les vies qu'il avait ruinées au nom de la sécurité nationale. Il s'était dit que c'était nécessaire, qu'il servait un plus grand bien. Peut-être l'avait-il fait, ou peut-être avait-il juste été une arme pointée sur des cibles par des gens qui pensaient y savoir mieux. Mais au Mexique, il n'y avait eu aucune ambiguïté. Pas d'ordre des hauts gradés, pas de considération politique, pas de paramètres de mission. Juste un père sauvant son fils. Utilisant chaque compétence sombre qu'il avait apprise, et Phil réalisa quelque chose. Pour la première fois de sa vie, il se sentait complètement en paix avec ce qu'il avait fait. Pas de culpabilité, pas de seconde supposition, juste la certitude pure qui vient de protéger ce qu'on aime. Nathan sortit et s'assit à côté de lui. « Tu penses au Mexique? À tout, au chemin que nous prenons, aux choix que nous faisons, des regrets. » Phil regarda son fils, vivant, guérissant, construisant une nouvelle vie malgré le trauma. Pas un seul. Ils restèrent assis en silence confortable tandis que le soleil se couchait sur le désert. Deux hommes qui avaient survécu à l'obscurité et trouvé leur chemin vers la lumière. Le monde continuait de tourner, les cartels continuaient d'opérer, le mal continuait d'exister. Mais dans ce petit coin d'Arizona, sur un ranch où un vieil interrogateur apprenait à être juste un père, il y avait la paix, et parfois, pensa Phil, la paix c'est tout ce qu'on peut demander. Parfois, c'est assez. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup.